L'anime débute avec le roi démon réunissant les 4 généraux les plus puissants de son armée démoniaque. Le premier est Urmandé, le guerrier des enfers. Le second est Sylphide, le grand mage des tempêtes. Le troisième est Génome, la forteresse de terre. Le quatrième est un nouveau général, Ushimura, le directeur des opérations, qui semble abasourdi et désorienté par son arrivée soudaine. Le récit revient ensuite sur le passé d'Ushimura. Il était un employé de bureau ordinaire qui avait débuté sa carrière avec beaucoup d'espoir et d'ambition. Cependant, ses attentes furent déçues, car ses collègues obtenaient des promotions tandis qu'il restait ignoré. Un jour, son manager décida de l'envoyer à l'étranger dans une usine encore en construction, un lieu tristement célèbre comme le cimetière des échecs. Arrivé dans cette nouvelle ville, Ushimura espérait inverser la tendance. Son enthousiasme fut cependant brisé lorsqu'il découvrit l'usine, les travailleurs étaient démotivés, les infrastructures presque vides et les matériaux manquaient. Quand il demanda de l'aide à son manager, il fut accueilli par des reproches et des accusations de gaspillage. Malgré tout, Ushimura ne se laissa pas abattre. Déterminé à réussir, il investit toute son énergie dans la revitalisation de l'usine. Il prit en charge toutes les tâches, de l'organisation au nettoyage. À force de persévérance, il gagna le respect des travailleurs et réussit à redonner vie à l'usine. Alors que tout semblait enfin aller pour le mieux, son manager décida de le transférer dans une autre usine, dans un pays différent. Dévasté, Ushimura réfléchissait au sens de ses efforts lorsqu'un accident survint. Alors qu'il se trouvait dans la rue, perdu dans ses pensées, une moto le percuta par derrière. C'est à ce moment qu'il fut transporté dans le royaume du roi démon. D'abord persuadé d'avoir atterri en enfer, il fut surpris par l'accueil chaleureux du roi démon, qui l'appelait par son nom. Le roi démon connaissait parfaitement Ushimura et loua ses compétences, ainsi que son parcours professionnel. Il révéla qu'il l'avait convoqué pour le nommer 4e général de l'armée démoniaque. Bien que troublé par cette proposition, Ushimura écouta le roi démon, qui lui expliqua en détail les avantages et privilèges qui l'attendaient, notamment la liberté de choisir son équipe et un salaire équivalent à celui des cadres les mieux payés. Rassuré par cette reconnaissance et ce respect, Ushimura commença à envisager cette opportunité. Il se remémora les mauvais traitements de ses anciens managers et se demanda s'il avait réellement la capacité de remplir un rôle aussi important. Le roi démon, remarquant ses doutes, l'encouragea en affirmant avoir vu son véritable potentiel et en rejetant les critiques de ses anciens supérieurs. Face à l'opposition des autres généraux, qui doutaient de la capacité d'un humain comme Ushimura à occuper ce poste, le roi démon décida de le soumettre à une épreuve pour prouver sa valeur. Sans tarder, Urmandé déchaîne sa puissance et se jette sur le protagoniste, qui reste figé ne sachant quoi faire. Calmement, le roi intervient et fit remarquer à Urmandé sa tendance à perdre le contrôle lorsqu'elle était en colère et dirigea son attention vers Ushimura, qui s'était effondré sous le choc accablant de l'incident. Le roi démon confirma ce fait, ce qui poussa Urmandé à questionner comment une personne aussi ordinaire pouvait occuper le poste de général dans son armée. Malgré ses objections, le roi démon maintint sa décision, expliquant que la présence d'Ushimura dans l'armée était délibérée. Urmandé protesta vigoureusement, arguant qu'un humain serait totalement sans défense en guerre, facilement victime des monstres hybrides qu'ils affrontaient. Le roi démon reconnut les défis internes de ses forces, mais insista sur le fait que l'intelligence et la pensée stratégique d'Ushimura étaient précisément ce dont l'armée avait besoin. Lorsque la tension retomba, Ushimura reprit conscience, visiblement secoué par l'épreuve. Toujours confus, il murmura qu'il avait eu l'impression que le temps s'était arrêté pendant l'attaque. Le roi démon le rassura en clarifiant que son rôle ne dépendrait pas de sa force physique, mais plutôt de ses capacités uniques. Malgré son anxiété persistante, Ushimura écouta le roi démon expliquer la situation globale. Leur armée était en train de forger des alliances avec divers clans. Bien que certains progrès aient été réalisés, les négociations avec l'imposante armée des Minotaures restaient non résolues. Le roi démon révéla qu'Ushimura serait chargé de sécuriser un accord avec eux. Cette révélation laissa Ushimura abasourdi, comparant le défi à un entretien d'embauche à enjeux élevés. Le roi démon lui indiqua qu'il pouvait solliciter l'aide de Urmandé si nécessaire avant de le laisser face à cette tâche redoutable. Se retrouvant seul, Ushimura erra, grappillant des fragments d'assurance tandis que Urmandé, direct dans ses opinions, remettait en question les choix du roi démon. Cependant, en se remémorant la confiance du roi démon en lui, Ushimura refusa de flancher et résolut de prouver qu'il était à la hauteur de son rôle. Urmandé interrompit ses pensées pour lui annoncer leur arrivée à destination, une porte massive marquait l'entrée de la chambre du chef des Minotaures. Bien qu'intimidé par la taille imposante de la porte, Urmandé le rassura avec ironie, lui conseillant sarcastiquement de ne pas mourir. Lorsque la porte s'ouvrit, Ushimura fut submergé par la peur en voyant le chef des Minotaures, une figure imposante. Urmandé, sentant son hésitation, proposa son aide mais son approche abrasive mit rapidement en colère le chef des Minotaures. Après avoir quitté la chambre, Urmandé expliqua que les négociations s'étaient d'abord bien déroulées avant de s'effondrer lorsque le chef rejeta catégoriquement les conditions proposées. Frustrée, elle déclara que c'était désormais à Ushimura de négocier et le laissa, déconcerté, face à cette épreuve. Seul,
Ushimura s'interrogea sur la manière de persuader une créature aussi intimidante. Une mémoire de négociation difficile dans une vie passée lui revint, où il trouvait souvent la clarté dans une taverne tranquille. Se rappelant comment il avait toujours surmonté les obstacles, il se ressaisit et résolut de réussir à tout prix. De son côté, le roi démon, informé de la situation par Urmandé, exprima sa confiance en attendant de voir comment Ushimura s'en sortirait. Plus tard, Urmandé trouva Ushimura en train de fouiller dans des piles de déchets, répondant à la demande du chef des Minotaures. Plusieurs sacs remplis étaient soigneusement disposés à ses côtés. Elle remarqua à quel point il avait rapidement pris le contrôle des négociations, mais Ushimura rejeta son commentaire en expliquant que la taille de l'individu avec lequel on négocie n'a aucune incidence sur le résultat. Il mit en avant que les échecs de négociation proviennent souvent de malentendus et souligna l'importance du contact visuel et de l'établissement de la confiance comme base de tout accord. Urmandé, déconcerté par les observations d'Ushimura, se sentit intrigué par la confiance qu'il dégageait. Il l'encouragea à observer attentivement, jurant de réussir les négociations. Elle remarqua que la peur et l'incertitude qu'il avait autrefois hantée avaient disparu, ce qui la laissa stupéfaite par sa transformation. Le lendemain, Ushimura entra dans la chambre du chef Minotaure, tandis que Urmandé, poussé par la curiosité, décida de vérifier les progrès. À sa surprise, la pièce était remplie de tas de déchets du chef Minotaure, mais ni Ushimura ni le chef n'étaient présents. Confuse, elle supposa que les négociations avaient échoué, poussant le chef à partir. À ce moment, Ushimura apparut, expliquant calmement que le chef Minotaure était avec le roi démon pour finaliser l'accord. Urmandé, perplexe, demanda ce qui s'était passé. Ushimura révéla que l'accord avait été conclu la veille. Stupéfaite, Urmandé s'interrogea sur la manière dont il avait réussi à conclure un accord avec quelqu'un d'aussi notoirement obstiné en une seule journée. Ushimura expliqua qu'elle avait mal compris la situation. Elle croyait que le chef refusait les négociations, alors qu'en réalité, elle progressait bien. Le problème, selon lui, résidait dans l'approche de négociation. Il partagea une expérience de son passé avec un client qui rejetait tout au départ, mais qui finit par accepter une fois la confiance établie grâce à des explications claires, passionnées et émotionnelles des termes. Ushimura souligna que l'échec des négociations de Urmandé provenait du fait que le chef Minotaure ne comprenait pas les termes ou l'objectif des discussions. Il précisa également que la paille demandée par le chef était un geste important de bonne volonté dans leur culture. Les Minotaures utilisent de la paille pour accueillir les invités en leur permettant de dormir confortablement. Le chef était frustré parce qu'il ne pouvait pas dormir à même le sol. En entendant cela, Urmandé ressentit un pincement de regret, réalisant que l'échec était dû à son incapacité à comprendre le chef Minotaure. Cependant, le chef intervint, admettant que la faute était mutuelle. Il n'avait pas compris le style de négociation de Urmandé et s'excusa. Ils se serrèrent la main, réconciliant leurs différends. Le chef Minotaure exprima ensuite sa gratitude à Ushimura, le remerciant d'avoir rendu l'accord possible. Ushimura répondit poliment qu'il était impatient de collaborer davantage. Alors que le chef Minotaure partait, Urmandé remarqua avec étonnement que tous les échecs de négociation étaient dus à des malentendus. À ce moment, le roi démon apparut et loua le talent unique d'Ushimura pour identifier les problèmes inaperçus et les résoudre efficacement. Le roi démon accueillit formellement Ushimura en tant que général de son armée, déclarant que personne ne pouvait douter de ses capacités après ce test réussi. Il demanda à Ushimura de tendre la main et lui remit un emblème symbolisant son statut de l'un des 4 généraux. Après l'avoir mis, Ushimura reçut pour instruction de toujours agir avec détermination et de suivre ce qu'il jugeait juste sans hésitation. Ushimura ressentit une profonde fierté et s'engagea à remplir son rôle avec dévouement. Urmandé, fidèle à son ton habituel, lui demanda de lever la main. Confus, il obéit, et elle lui expliqua que c'était leur façon d'accueillir de nouveaux camarades. Elle déclara ensuite qu'elle ne l'avait pas encore totalement reconnu et exigea qu'il prouve sa valeur en réussissant d'autres négociations. Le roi démon conclut en affirmant que l'armée était encore incomplète et faisait face à de nombreux défis, mais qu'avec Ushimura à la tête, ils avanceraient et atteindraient la grandeur. Ushimura commence enfin à s'habituer à son rôle en tant que l'un des généraux démons. C'est agréable qu'il ait son propre bureau et un patron qui le soutient. Cependant, il sait qu'il faudra encore un peu de temps pour s'acclimater complètement à cet endroit. Maintenant qu'il est officiellement l'un des généraux démons, il pense qu'il devrait se présenter formellement aux autres. Il se rend donc à la chambre de Sylphide et frappe à la porte. À sa surprise, une jeune fille ouvre la porte et lui demande ce qu'il veut. Ushimura explique qu'il est là pour se présenter à Sylphide. La fille, d'un ton froid, lui répond qu'elle est l'assistante de Sylphide, un homme très occupé, et qu'elle ne peut pas le laisser déranger Sylphide. Ushimura est déçu, mais il s'attendait à rencontrer quelques résistances de la part des autres généraux démons. Il décide donc de revenir plus tard pour essayer à nouveau. Cependant, avant qu'il ne parte, Urmandé arrive en courant avec quelque chose d'important à lui dire. Le seigneur démon a une nouvelle mission pour Ushimura. Celui-ci se rend immédiatement pour rencontrer le seigneur démon, qui l'informe d'un projet de négociation visant à renforcer l'armée démoniaque. Pour cela, il a besoin du soutien des nations voisines, notamment celle des ogres, qui est particulièrement influente.
Les ogres possèdent une force militaire équivalente à celle de l'armée démoniaque, ce qui en fait une menace potentielle pour l'Empire démon si jamais il devenait hostile. C'est pourquoi le Seigneur démon souhaite une fusion entre les deux forces. Cependant, les ogres sont réputés pour être difficiles à négocier. Avec Ushimura en charge, le Seigneur démon est convaincu qu'il pourra conclure un accord. Il lui accorde donc toute autorité sur la question. Ushimura est honoré de la confiance du Seigneur démon, mais il sait aussi qu'il risque sa vie face aux ogres s'il y va seul. Urmandé propose alors de l'accompagner pour assurer sa sécurité. Avant de partir, Ushimura souhaite rencontrer Genome, qui est responsable de la division démoniaque de l'armée et pourrait avoir des informations utiles sur les ogres. Urmandé pense que c'est une bonne idée, mais elle refuse catégoriquement de s'approcher de Genome à cause d'une vieille rancune. Elle propose donc d'aller vérifier les chariots pendant que Ushimura parle à Genome. Ushimura se rend sur le terrain d'entraînement où Genome dirige une séance quotidienne. Il est impressionné par ce qu'il voit, non seulement les soldats de Genome sont compétents au combat, mais elle sait aussi maintenir un moral élevé. Une fois l'entraînement terminé, Genome se tourne vers Ushimura et lui demande ce qu'il veut. Ushimura lui explique qu'il cherche des informations sur la tribu des ogres. Genome ne sait pas grand-chose, mais elle lui dit que leur chef, ogre, est notoirement difficile à aborder. Elle ne peut pas vraiment l'aider davantage et insiste sur le fait qu'elle ne travaillerait jamais avec Urmandé de toute façon. Alors que Genome demande à Ushimura de partir, il se rend compte que Urmandé se tient derrière lui. Il lui demande pourquoi elle est là et pourquoi elle semble si en colère. Urmandé répond qu'elle a déjà vérifié les chariots et qu'elle est venue chercher Ushimura par inquiétude. Cependant, en voyant Genome, elle ne peut pas contenir sa colère. Les deux femmes commencent à se disputer, et Ushimura commence à s'inquiéter de l'intensité de leur animosité. Finalement, Ushimura et Urmandé arrivent au château des ogres. Mais avant de pouvoir entrer, ils sont arrêtés à la porte et doivent attendre l'autorisation d'ogre. Urmandé trouve cette attente ridicule, mais Ushimura comprend que c'est une tactique d'ogre pour les déstabiliser. Ils ne pourront pas négocier, c'est pourquoi il est important qu'ils gardent leur calme. Cependant, Urmandé est sur le point d'exploser de rage. Heureusement, avant qu'elle ne passe à l'acte, l'assistante d'ogre sort et informe les deux qu'ils peuvent maintenant entrer. En entrant, Ushimura remarque à quel point l'armure des gardes est en mauvais état. Alors qu'il se dirige vers la salle du trône, Urmandé demande à Ushimura d'arrêter de zioter partout. Il lui demande aussi de ne montrer aucune faille car les ogres sont d'un autre niveau. Finalement, ils atteignent la salle du trône d'ogre et se retrouvent face à ogre lui-même. Mais quand Urmandé tente d'entamer les négociations, il lui ordonne de se taire. Il déclare qu'il se moque de la raison de leur visite, car il n'écoutera jamais ce qu'ils ont à dire, sauf s'ils se rendent à lui. Dans ce cas, il pourrait les entendre, mais seulement s'ils acceptent de tuer leur chef, le Seigneur démon. Urmandé n'en croit pas ses oreilles face à de telles absurdités sorties de la bouche d'ogre, et elle est sur le point d'exploser. Mais Ushimura attrape sa main et lui demande de se calmer, car une réaction violente est précisément ce qu'ogre espère. Il se tourne alors vers Ogre, d'une voix polie et professionnelle, annonce qu'il va sortir avec Urmandé pour avoir une discussion. Dehors, Urmandé exprime toute sa rage et maudit l'existence même d'ogre pour avoir osé dire une telle chose. Elle est prête à retourner dans la salle et à le déchiqueter. Mais Ushimura la calme et lui explique qu'ils ne peuvent pas réagir à ses provocations, car c'est exactement ce qu'ils souhaitent. Ogre cherche intentionnellement à les énerver pour provoquer un incident et ainsi faire échouer les négociations sans en assumer la responsabilité. Une fois consciente de cette stratégie, Urmandé décide de se calmer, bien qu'elle reste frustrée par l'insulte faite au Seigneur démon. Ushimura est lui aussi en colère, mais il sait qu'agir sous le coup de l'émotion ne ferait que nuire à leur chance de succès. Cela dit, Ogre n'est pas disposé à négocier, donc il n'y a pas grand-chose à faire pour l'instant. À ce moment-là, la fille qu'ils avaient vue plus tôt arrive et se présente comme Orle, la fille d'Ogre. Elle explique qu'elle sait que cela peut paraître impoli, mais elle a une demande à formuler. Elle conduit Ushimura et Urmandé dans une pièce vide et leur explique qu'il s'agit de la réserve de nourriture, qui est, comme ils peuvent le voir, complètement vide. Bien que le clan des ogres soit connu pour sa force et son influence parmi les demi-humains, il rencontre récemment des problèmes financiers. Cela a tellement dégénéré que de nombreux membres du clan peinent à trouver de quoi se nourrir. Ushimura avait deviné quelque chose de ce genre en voyant l'état déplorable de l'équipement d'ogre et l'atmosphère froide et vide du château. Ce genre de situation est typique des grandes entreprises en déclin, qui donnent l'impression que tout va bien alors qu'elles frôlent la faillite. C'est exactement ce qui arrive au clan des ogres, et Orle pense que la seule solution est de demander l'aide de l'armée démoniaque. Cependant, son père refuse de l'écouter. De plus, il est gravement malade, une information qu'ils ont essayé de cacher, ce qui explique pourquoi ils ont fait attendre Urmandé et Ushimura à l'extérieur. Mais son état s'aggrave de jour en jour, et elle craint qu'il ne meure bientôt. Si cela arrivait, ce serait la fin du clan. Elle supplie donc Ushimura de les aider. Bien que Ushimura comprenne ses inquiétudes, il la réprimande pour avoir partagé des informations aussi sensibles. En tant que fille du chef, elle doit faire plus attention. Mais Orle affirme qu'elle peut faire confiance à Ushimura, car elle est convaincue de sa bonté. C'est pourquoi elle lui demande de sauver son clan en l'épousant. Ushimura panique en entendant cela,
tandis qu'Urmandé brûle de rage. Mais Orl est sérieuse dans sa proposition. Les membres de son clan étant idiots comme des pierres, elle pense qu'épouser un homme intelligent comme Ushimura est le seul moyen de garantir la prospérité du clan des ogres. Ushimura essaie de la dissuader de prendre une décision aussi hâtive, mais Orl est convaincu que c'est la seule solution et propose de rendre leur mariage officiel immédiatement. Urmandé, cependant, ne laisse pas cela arriver. Plus tard dans la nuit, Ushimura est assis dans son bureau, se demandant comment il va sortir de ce pétrin. Ogre refuse de négocier, et maintenant sa fille veut l'épouser. Pour se changer les idées, il décide d'aller dans le bar imaginaire qu'il a dans sa tête. Mais cette fois, il n'est pas seul, une version imaginaire d'Urmandé est assise à la table voisine, en train de se disputer avec le barman sur ce qui est le plus cool entre les gorilles et les lions. Un gorille battrait un lion à plate couture n'importe quel jour de la semaine, mais Urmandé rétorque que les lions sont plus cool parce qu'un groupe de lions s'appelle Pride en anglais, ce qui veut dire orgueil. Il sort de sa rêverie, car il a désormais une idée infaillible pour gérer cette situation. Tôt le lendemain matin, Ushimura appelle Urmandé dehors et s'excuse de l'avoir réveillé si tôt, mais il a besoin de son aide pour aller négocier. Cependant, pour que le plan de Ushimura fonctionne, ils doivent d'abord se rendre ailleurs. Si tout se passe bien, Ogre sera celui qui suppliera pour une réunion de négociation. Une semaine plus tard, Ushimura et Urmandé sont convoqués dans la salle du trône du chef, exactement comme Ushimura l'avait prévu, et Ogre semble furieux. Il vient d'apprendre que toutes les tribus environnantes ont formé une alliance avec l'armée démoniaque au cours de la dernière semaine, et il exige des explications. Une semaine auparavant, Ushimura avait expliqué son plan à Urmandé, recruter d'abord les plus petites tribus au lieu d'essayer de convaincre Ogre. Cela ne devrait pas être trop difficile, car, tout comme la tribu d'Ogre, les autres tribus souffrent d'une pénurie alimentaire et pourraient être persuadées par la promesse de soutien. Urmandé comprenait le plan de Ushimura, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il fonctionne aussi bien. En forçant Ogre à entrer en négociation, la stratégie de Ushimura s'inspirait de quelque chose qu'il avait fait sur Terre lorsqu'il vendait un produit. Lorsqu'il essayait d'approcher une grande entreprise directement, il était généralement rejeté. Il avait donc décidé de cibler d'abord les petites entreprises et de leur vendre son produit. Finalement, la grande entreprise finissait par le contacter pour demander le produit afin de ne pas être laissé de côté. De manière similaire, si tous les demi-humains environnants rejoignent l'armée démoniaque, le chef orgueilleux ne laisserait pas cela passer sans réagir. Pour l'instant, Ushimura fait semblant de jouer les innocents et affirme qu'il a simplement proposé de former une alliance avec les groupes plus petits parce qu'ils avaient du mal à survivre et avaient besoin du soutien de l'armée démoniaque. Cela rend Ogre encore plus furieux, car il n'a jamais accepté de négociation. Tout se passe comme prévu, car maintenant qu'Ogre a perdu son sang-froid, il est beaucoup plus vulnérable aux tactiques de négociation de Ushimura. Ushimura commence alors à expliquer que les alliances n'ont pas été formées par lui seul, car il a reçu de l'aide d'Orl. Ogre n'en revient pas que sa propre fille l'ait trahi ainsi, mais elle lui explique que c'était nécessaire pour le bien de leur tribu Ogre. La seule issue à leur situation actuelle est de s'appuyer sur l'aide de l'armée démoniaque. Même s'il ne veut pas l'admettre, les temps ont changé, il a vieilli, et il est actuellement malade. Ils doivent rejoindre l'armée démoniaque s'ils veulent survivre. C'est alors que Ushimura intervient et propose une alternative à Ogre. Au lieu de rejoindre l'armée démoniaque, il pourrait former un partenariat égal. Honnêtement, Ushimura vient d'inventer cela, car il n'a rien changé à l'accord. Mais en disant que c'est un partenariat égal, le chef Ogre, fier comme il est, sera probablement plus enclin à accepter. Comme prévu, Ogre ne semble pas opposé à l'idée, mais il demande un peu de temps pour y réfléchir. Quelques jours plus tard, Urmandé arrive en courant dans le bureau de Ushimura pour lui annoncer une bonne nouvelle. Elle lui dit qu'Ogre vient d'accepter l'alliance avec l'armée démoniaque. C'est une excellente nouvelle, mais Ushimura a actuellement des choses plus importantes en tête. Le seigneur démon lui a demandé de choisir un assistant personnel, et il a passé les derniers jours à examiner des candidatures pour trouver la bonne personne. Honnêtement, il souhaiterait pouvoir choisir Urmandé, car elle est si fiable. Mais Urmandé interprète cela comme une sorte de proposition, ce qui la rend un peu embarrassée. C'est alors qu'on frappe à nouveau à la porte. Ushimura va vérifier et trouve Orl. Elle lui dit qu'elle est là pour agir en tant que représentante de la tribu Ogre dans leur alliance avec l'armée démoniaque. Elle est incroyablement reconnaissante envers lui pour son aide, car son père est devenu beaucoup plus diplomate depuis leur rencontre. Elle dit qu'elle est prête à faire tout ce qu'il faut pour lui montrer sa gratitude. Et comme elle a dit tout, Ushimura lui demande si elle aimerait devenir son assistante personnelle. Orl accepte avec joie le poste, mais Urmandé est jalouse et refuse de regarder Ushimura dans les yeux. Elle se rappelle qu'ils sont rivaux et qu'elle ne peut pas être amie avec lui. Ushimura ne comprend pas pourquoi elle commence soudainement à agir de manière si étrange. Mais, cela mis à part, ce mois a été bon pour lui, car l'armée démoniaque s'est considérablement agrandie. Cependant, avec la croissance viennent également des risques accrus, et tout le monde doit rester sur ses gardes. Un nouveau jour commence, et Orl informe le protagoniste qu'elle a obtenu beaucoup de succès dans son travail. En fait, Ushimura sera décoré pour avoir facilité l'alliance avec la tribu des ogres. Cela le surprend, car il n'avait jamais été félicité de cette manière auparavant.
Cette reconnaissance le rend heureux, mais Urmandé arrive pour déjeuner avec lui. Malheureusement, le repas se limite à du gruau de gain, une céréale qu'on doit tremper avant de la consommer. Peu appétissant, mais courant dans le royaume démoniaque à cause du manque de nourriture. Le protagoniste rêve de manger un peu de viande. Urmandé l'entend et propose de partir immédiatement à la chasse. Dans la forêt, elle explique que cette région a été ravagée par une bête magique très dangereuse, qui aurait dévoré 5 orques. Habituellement, les orques se défendent seuls, mais cette fois, ils n'ont pas pu. Urmandé et Ushimaru décident donc d'intervenir. En chemin, Ushimaru réfléchit à la pénurie de nourriture, qui semble être un problème récurrent. Il réalise aussi que ce monde a bien plus de défis qu'il ne le pensait. Urmandé trouve des champignons comestibles, une ressource précieuse. Elle explique que les orques avaient été attaqués en les récoltant. Selon elle, si eux aussi restent ici, la bête finira par apparaître. Et en effet, la créature surgit soudainement, un énorme sanglier magique. La bête est terrifiante, et Ushimaru est paralysé par la peur. Urmandé, elle, se montre déterminée et commence à attaquer. Le sanglier, peu conscient des dangers venant d'en haut, se fait surprendre par un assaut aérien de la rouquine. Elle démontre ses talents de combat, mais la bête commence à riposter, et le combat devient difficile. Contrairement aux animaux qui possèdent des outils naturels pour chasser, les humanoïdes utilisent des armes, et Ushimaru regrette de ne pas en avoir apporté. Urmandé de son côté, commence à enchaîner des combos de coups critiques à main nue, mais ne parvient à rien faire à la bête. Urmandé reconnaît qu'elle ne peut pas vaincre la créature de cette manière. Elle devient sérieuse et active une armure magique. Grâce à cela, elle bloque l'attaque du sanglier, le soulève d'une main et l'achève avec brio. Après la victoire, Urmandé, affamée, est impatiente de cuisiner la viande. Les habitants locaux remercient Urmandé pour avoir vaincu la créature et l'invitent à organiser un banquet. Ushimaru se demande si les orques et la bête pourraient être liés, mais cela ne semble pas troubler les villageois. Urmandé commence à préparer la viande, promettant un plat incroyable. Ushimaru, enthousiasmé, imagine un festin délicieux. Cependant, le résultat est catastrophique. La préparation de la viande est un désastre total. Malgré tout, Ushimaru tente de la goûter, mais l'expérience est si horrible qu'il en perd presque la volonté de vivre. Offensé par ces critiques, Urmandé exige plus de respect. Ushimaru comprend alors qu'il subit un véritable choc culturel dans ce monde étranger. Malgré cette mésaventure culinaire, il découvre que le village possède un four partagé, une curiosité qui l'intrigue dans ce royaume démoniaque. Ushimaru décide de cuisiner en combinant un peu de sel, des champignons comestibles de la forêt, et de la viande de sanglier. Il prépare une délicieuse brochette et une soupe de sanglier aux champignons. Urmandé et les autres sont ravis par le goût. Ushimaru leur donne quelques astuces pour mieux apprécier ce type de viande à l'avenir, et propose même de leur donner des cours de cuisine plus détaillés. Urmandé lui demande si enseigner la cuisine ne le rabaisserait pas trop. Ushimaru répond que non, qu'il est heureux de contribuer à cette nation, même avec des connaissances culinaires. Touché, Urmandé réalise que ses habitants, ayant peu à manger, n'osent pas expérimenter ou essayer de nouvelles choses. Elle décide de changer cet état de fait pour que leur nation surpasse enfin leurs voisins en termes de richesse. Plus tard, alors qu'ils rentrent, ils utilisent un petit soleil magique pour éclairer le chemin. Cette lumière repousse les bêtes magiques, car elles craignent la lumière. Ushimaru apprend que cette magie est inaccessible aux semi-humains, seuls les démons pouvant l'utiliser. Il comprend alors pourquoi les semi-humains, dirigés par Génome, s'entraînent constamment, ils doivent compenser l'absence de magie. Curieux, Ushimaru demande si Sylphide est une démone ou une semi-humaine. Urmandé répond qu'elle n'en a aucune idée, mais suppose que si elle est l'archimage des tempêtes, elle doit être une démone. Elle ne sait pas grand-chose d'elle, car Sylphide ne participe même pas aux réunions du haut commandement. En chemin, Ushimaru fait une remarque sur l'armure magique d'Urmandé, qu'elle utilise depuis des heures. Il lui conseille d'emporter des armes ou des alternatives plus efficaces à la magie. Il ajoute aussi qu'elle devrait porter des vêtements plus protecteurs. Urmandé, vexé, éteint son soleil et lui demande de rester au village et de revenir escorté par un ogre. Déçu, elle lui reproche d'avoir une mentalité trop humaine et inefficace pour les démons comme elle, puis s'éloigne. Ushimaru, réalisant son erreur, sait qu'il doit s'excuser, mais pour l'instant, il se concentre sur la fuite pour éviter de devenir le dîner d'une créature. Le lendemain, le seigneur démon félicite Ushimaru pour avoir vaincu la bête magique, mais remarque que lui et Urmandé sont arrivés séparément. Il lui demande pourquoi. Ushimaru raconte tout et s'excuse, conscient que ruiner une relation entre compagnons est néfaste pour le haut commandement. Le seigneur démon le gronde et lui ordonne de se réconcilier avec Urmandé tout en profitant pour en apprendre davantage sur ce monde. Plus tard, Ushimaru réfléchit à la raison de la colère d'Urmandé. Il réalise que les démons et les semi-humains sont très différents. Alors qu'il pensait initialement que les démons étaient intellectuels et les semi-humains sauvages, il découvre que c'est souvent l'inverse. Les démons, qui utilisent la magie et montrent plus de peau, valorisent un corps bien entraîné. En lisant un livre, il apprend qu'un corps fort augmente le pouvoir magique. Lorsqu'il a suggéré à Urmandé de porter plus de vêtements, il a involontairement blessé sa fierté de démon.
Urmandé, de son côté, pleure, croyant que Ushimaru la déteste et n'apprécie pas son corps. Ushimaru comprend enfin que tout cela est un malentendu culturel. Reste maintenant à trouver comment se réconcilier avec elle. Après avoir discuté avec Orle, l'ogresse, Urmandé comprend que le protagoniste a des valeurs culturelles très différentes des siennes. Dans son monde, montrer trop de peau est mal vu. Elle réalise alors que ses tentatives pour le séduire ont eu l'effet inverse. Confuse, elle demande conseil à Orle pour réparer la situation. Orle l'encourage à lui faire confiance, affirmant que c'est un homme bon et digne de confiance. Pendant ce temps, le protagoniste réfléchit dans un bar qui semble être son refuge. Pour la première fois, il aperçoit un sourire sur le visage du serveur, ce qui l'inspire à trouver une solution. Déterminé, il décide de chercher Urmandé pour clarifier les choses. Lorsqu'il la retrouve, il commence par lui crier, à plein poumon, qu'il trouve son corps très séduisant. Urmandé, surprise, réagit en criant à son tour qu'elle n'est pas une perverse et qu'elle souhaitait seulement recevoir des compliments. La situation devient embarrassante, mais il s'excuse rapidement, avouant qu'il ne savait pas comment elle interpréterait ses paroles. Urmandé lui demande s'il a fait des recherches sur les démons. Bien qu'elle le trouve naïf, elle apprécie son honnêteté. De son côté, elle s'excuse également d'avoir imposé ses propres standards, de s'être mise en colère sans raison et, surtout, de l'avoir laissé seul dans une forêt remplie de dangers. Il reconnaît qu'il a vraiment cru qu'il allait mourir, mais maintenant, ils se comprennent mieux et acceptent leurs erreurs mutuelles. Cette réconciliation renforce leur lien en tant que partenaires, laissant Urmandé rougissante, mais heureuse d'avoir retrouvé la paix avec lui. Plus tard, lors d'une cérémonie, le seigneur démon récompense le protagoniste pour son succès et lui remet une pierre magique en guise de reconnaissance. Cependant, le protagoniste insiste pour dire que rien de tout cela n'aurait été possible sans l'aide d'Urmandé. Dans un geste inattendu, il descend jusqu'à elle et lui offre la pierre, expliquant que son soutien a été essentiel. Urmandé, abasourdi, le traite de fou, tandis que le protagoniste ne comprend pas ce qui pose problème. Or lui explique alors, en riant, que dans la culture des démons, offrir une pierre magique à une personne de l'autre genre équivaut à une demande en mariage. Sylphide, bien que stupéfaite, sourit en réalisant comment Ushimaru a réussi à gagner la confiance et l'affection de tous, malgré ses maladresses. Le Seigneur des Ténèbres a convoqué le protagoniste de manière soudaine, ce qui le rend très nerveux. En arrivant, il s'excuse même avant que quoi que ce soit ne soit dit. Il pense que le Seigneur des Ténèbres va le renvoyer parce qu'il n'est pas fait pour occuper un poste haut placé. Cependant, le Seigneur des Ténèbres lui dit qu'il se trompe. En réalité, il souligne que son manque de confiance en lui est un gros défaut qu'il devra surmonter. Il l'a convoqué pour le féliciter du travail remarquable qu'il a accompli et pour recueillir son avis sur les relations entre démons et semi-humains. Ushimaru répond que ce qui le frappe le plus, c'est la disparité entre les deux espèces. Les démons, grâce à leur capacité à utiliser la magie, ont un net avantage, ce qui rend les semi-humains bien inférieurs en comparaison. Le Seigneur des Ténèbres est d'accord avec cette analyse et demande à Ushimaru de trouver un moyen pour que tous puissent utiliser la magie, afin de garantir une égalité absolue dans cet aspect. Bien sûr, le protagoniste trouve cela impossible, car lui-même ne peut pas utiliser la magie. Mais le Seigneur des Ténèbres lui explique que c'est justement pour cela qu'il existe des pierres magiques. Il lui en donne une, informe et brute, et lui attribue un chercheur magique personnel, Sylphide, l'archimage des tempêtes. En sortant, Urmandé le croise et ne peut cacher son excitation face à ce cadeau que Ushimaru a reçu. Concernant ces pierres magiques, elles contiennent un pouvoir magique condensé et cristallisé grâce aux démons et à leur immense puissance. Ushimura suppose qu'en les utilisant, on pourrait pratiquer la magie, mais précise qu'il faut aussi beaucoup de talent, car posséder le pouvoir ne suffit pas. Cette information intrigue beaucoup le protagoniste, qui décide d'aller voir Sylphide sans tarder. En frappant à sa porte, c'est Belinda qui lui répond. Elle semble ne pas reconnaître Ushimaru. Elle lui dit que Sylphide n'est pas là et qu'il devrait revenir un autre jour. Cependant, Ushimaru est perplexe, car le Seigneur des Ténèbres avait bien coordonné leur rencontre pour aujourd'hui. Le protagoniste insiste pour discuter avec Belinda sur un sujet qu'il juge très intéressant. Elle finit par accepter, mais Urmandé, qui observe la scène, ne supporte pas de voir Ushimaru discuter en privé avec une autre femme. Belinda lui accorde une écoute rapide, en lui disant de se dépêcher. Ushimaru va droit au but, il lui demande si elle est la véritable Sylphide. Elle nie, mais il affirme en être certain pour 3 raisons. Premièrement, ses lunettes. Les démons valorisent leur apparence, et il est évident que les lunettes qu'elle porte ne sont qu'un accessoire esthétique. Deuxièmement, son nom. Belinda n'apparaît pas dans l'organigramme de l'armée démoniaque. Enfin, le Seigneur des Ténèbres lui a dit que Sylphide évite souvent ses tâches en se déguisant. Face à ces arguments, elle finit par admettre qu'elle est Sylphide, membre du Haut Commandement. Quand il lui demande pourquoi elle cache son identité, elle explique qu'il est évident que si son apparence était connue, elle serait constamment accablée de travail. Malheureusement pour elle, Ushimaru est justement venu pour lui parler de travail. Sylphide refuse catégoriquement, disant que ça ne sert à rien de refaire ce qui existe déjà. Cependant,
En guise de récompense pour l'avoir démasqué, elle accepte de l'aider. Elle lui explique que cela implique un minéral capable de canaliser l'énergie magique, combiné à des pierres magiques. Cette structure inclut un système multicouche permettant l'usage de plusieurs sorts. Le protagoniste est impressionné, surtout en apprenant que Sylphide a inventé cette technologie il y a 3 ans, après de longues recherches. Ushimaru est enthousiasmé et veut immédiatement produire cet artefact en série. Mais Sylphide l'avertit que chaque unité coûte extrêmement cher. Pourquoi? Parce que les pierres magiques sont déjà rares, et cet artefact nécessite une grande quantité de pierres d'une qualité exceptionnelle. Elle le défie de produire cet artefact en masse, mais il est clair pour elle qu'il n'obtiendra jamais le budget nécessaire pour un tel projet. De plus, elle prévient d'avance qu'elle ne lui donnera pas une seule pièce, même s'il faisait des acrobaties. Cette dernière remarque pousse le protagoniste à réfléchir. Il propose alors à Sylphide de créer un artefact permettant d'utiliser un seul sort, rien de plus. Cela rendrait tout beaucoup plus simple et surtout bien moins coûteux. Sylphide adore cette idée, car cela entraînerait une réduction des coûts énorme. Ushimaru propose d'utiliser sa pierre comme prototype, et cette fois-ci, la magicienne aux cheveux verts se met à travailler avec enthousiasme. Elle est tellement motivée qu'elle est prête à passer la nuit blanche à créer ce nouvel artefact magique, mais bien sûr, Ushimaru devra rester avec elle tout le temps nécessaire. Pendant ce temps, la pauvre Urmandé commence à perdre patience, car personne n'est encore sorti de la pièce, et il commence à se faire très tard. La jalousie la ronge. Le lendemain matin, après une nuit de travail intense, Sylphide et Ushimaru sont complètement épuisés, mais Sylphide a finalement réussi à terminer l'artefact. Et comme l'avait prévu Ushimaru, il est maintenant possible de le produire avec des pierres de moindre qualité et en grande quantité. Elle veut tester l'artefact en utilisant Ushimaru comme cobaye, mais celui-ci demande à se reposer d'abord. Cependant, en sortant de la pièce, il tombe sur Urmandé, qui lui demande immédiatement pourquoi il a passé la nuit entière là-dedans. Elle est furieuse et hors d'elle. Ushimaru, à bout de force, n'a même pas l'énergie de se tenir debout. Sylphide, déguisé, intervient et demande à Urmandé de se calmer. Apparemment, la rouquine ne connaît pas la véritable identité de Sylphide, et elle lui demande où est la femme qu'elle a vue la nuit précédente. Sylphide répond qu'elle n'a aucune idée de ce dont elle parle et qu'il n'y avait personne d'autre ici. Soudain, Lilim et Orl arrivent pour annoncer une urgence, une horde d'oiseaux piétineurs ailés attaque plusieurs villages. Ces créatures sont énormes et féroces, mais ironiquement, elles ne peuvent pas voler. Leur dangerosité pousse le Seigneur des Ténèbres à ordonner leur extermination immédiate. Évidemment, Urmandé est chargé de cette mission, et Lilim l'emmène aussitôt. Sylphide voit dans cette situation une occasion idéale pour tester le nouvel artefact magique. Plus tard, ils se rendent sur le terrain. La phase de test commence, et Ushimaru demande aux villageois de s'éloigner. Sylphide ajoute un sort de feu à l'artefact et le donne au protagoniste pour qu'il l'utilise. Il lui demande si elle a fait une analyse de sécurité, mais l'elfe répond non et assure que tout ira bien. Le protagoniste commence à utiliser l'objet. Sylphide lui demande de se concentrer, de laisser l'énergie magique circuler et de sentir l'artefact comme une extension de son propre corps. En concentrant le pouvoir dans sa main, Ushimaru parvient enfin à utiliser la magie. Il réussit la première étape et commence à attaquer les oiseaux piétineurs ailés. Bien qu'il en élimine plusieurs, il se déconcentre, et sa magie disparaît. Sylphide intervient pour le protéger, mais l'artefact est endommagé. Selon elle, la pierre magique s'est consumée, ce qui signifie qu'une pierre de mauvaise qualité n'était pas adaptée. Heureusement, les oiseaux s'enfuient, terrifiés, et le danger est écarté. Sylphide est déçu que l'expérience n'ait pas pleinement réussi. Durant la nuit, les villageois préparent une soupe avec les oiseaux piétineurs ailés et semblent profiter d'un moment agréable. Le protagoniste avoue à Sylphide qu'il ignorait l'existence de semi-humains aussi fragiles et faibles que ceux de cette région. Sylphide confirme que ces êtres sont si faibles qu'ils mènent souvent des existences insignifiantes pour beaucoup de gens. Mais au moins, ils sont heureux et d'une grande bonté. Cette conversation lui rappelle son passé. Elle vient d'une famille de marchands elfes. Malheureusement, des événements tragiques l'ont contrainte à quitter son foyer. Pendant ses errances, certains semi-humains l'ont aidée, malgré leur incapacité à utiliser la magie et leurs conditions de vie précaires. C'est pour cette raison qu'elle a commencé à développer des objets magiques, elle voulait les aider du mieux possible. Cependant, plus elle travaillait, plus elle perdait sa motivation, et à la fin, elle a oublié la signification de sa motivation initiale. L'elfe souhaite que ce plan fonctionne, alors ils doivent travailler très dur pour y parvenir. La horde d'oiseaux piétineurs ailés reviendra bientôt, ils doivent donc trouver une alternative pour empêcher l'artefact de se brûler. C'est ainsi que, une fois de plus, Ushimaru se rend dans son bar mental. Là, il voit Urmandé manger un ragoût fait avec des abats. Ces parties de la viande sont généralement jetées, car elles se gâtent rapidement. Mais, bien utilisées, elles ont de nombreux bienfaits et un excellent goût. Cela donne une idée brillante à notre protagoniste. En reprenant ses esprits, il demande à Sylphide de fabriquer dit Rosemarine, le nom donné à l'artefact récemment créé. Comme elle dispose des matériaux nécessaires, elle accepte, bien que cela demande un peu de travail. Ushimaru est convaincu que cela fonctionnera.
Le lendemain, avec la horde d'oiseaux piétineurs zélés en approche, il décide d'utiliser les artefacts d'une manière différente. Comme le ragoût qu'il a vu plus tôt, il s'appuie sur une observation clé. Lors du premier test, les oiseaux ont été effrayés par le bruit émis par le rosemarine lorsqu'il s'active. En combinant plusieurs artefacts en même temps, ils parviennent à se débarrasser des oiseaux, car ces derniers détestent manifestement ce bruit. Ushimaru explique que ce son consomme très peu d'énergie de la pierre magique, ce qui permet de repousser les bêtes nuisibles sans utiliser réellement de magie. C'est une excellente nouvelle, car cela réduit considérablement le risque d'épuisement ou de combustion de l'artefact. Mieux encore, le dispositif peut aussi servir à éloigner des diables ou même des loups. S'il est produit en masse et distribué, il réduirait les problèmes dans les fermes et les champs de culture, augmentant ainsi les récoltes et la production générale. En somme, c'est un dispositif de qualité avec un excellent rapport utilité-prix. Le Seigneur des Ténèbres est impressionné par le fait que Ushimaru a résolu le problème des monstres tout en travaillant sur le développement de la pierre magique. Il considère que Ushimaru et Sylphide forment une équipe prometteuse et leur demande de poursuivre sur cette voie. Il ordonne à Sylphide de commencer la production en masse des roses marines et de les distribuer au village dès qu'ils seront prêts. Plus tard, Ushimaru remercie l'elfe pour toute son aide, car sans elle, rien de cela n'aurait été possible. Cependant, elle lui répond que c'est lui qui l'a fait avancer dans ses recherches, qui étaient dans une impasse. Non seulement cela, mais il lui a rappelé la véritable raison de ses travaux. C'est donc elle qui lui doit des remerciements. Elle promet de l'aider dans tout ce dont il aura besoin, mais seulement si elle en a le temps. Elle lui offre aussi un artefact pour le combat, optimisé cette fois-ci, il est chargé avec des sorts de feu et peut lancer 30 sorts au lieu de seulement 10. Ushimaru retourne à son bureau, mais Urmandé arrive très en colère, demandant des explications sur le fait qu'il ne l'a pas informé qu'il travaillait avec Sylphide. Elle se sent humiliée d'avoir agi comme une jalouse à cause d'un malentendu. Cependant, elle se rend compte que le cadeau qu'il lui a fait signifie beaucoup pour elle. Elle finit par tout oublier, bien que le pauvre protagoniste semble encore épuisé. Le protagoniste se trouve dans son bar mental, où Urmandé et Génome discutent et se disputent. Urmandé, agacé par la capuche de Génome, lui demande de l'enlever. Pendant ce temps, Ushimaru réfléchit à ce qu'il pourrait laisser derrière lui. Il finit par décider d'abandonner son attitude actuelle envers son travail. Jusqu'à présent, il obéissait aux ordres du Seigneur Sombre pour résoudre les problèmes du pays. Désormais, il souhaite adopter une approche proactive afin d'améliorer l'armée démoniaque et doit changer sa façon de travailler. Plus tard, il accompagne Urmandé au marché le plus animé de la ville fortifiée. Il la complimente sur sa nouvelle tenue, et Urmandé, gêné, se souvient avoir demandé l'aide d'Orl pour s'habiller correctement. Mais lorsque le protagoniste lui révèle qu'il ne s'agit pas d'un rendez-vous, mais d'une mission, elle se met en colère et demande des explications. Le protagoniste explique qu'il veut recueillir les opinions des habitants pour identifier les pistes qui permettraient d'améliorer l'armée démoniaque. Pour cela, il commence par explorer le marché comme de simples clients. Un marchand, qui semble connaître le protagoniste, l'aborde. Il parle de l'humain ayant rejoint les hauts rangs de l'armée démoniaque et de son style vestimentaire singulier, notamment sa cravate. Le protagoniste réalise que les commerçants, bien informés, pourraient être une source précieuse pour obtenir des données intéressantes. Le marchand tente alors de lui vendre des produits, notamment des coupes nuptiales en or pur à prix réduit. Le protagoniste les achète, mais Urmandé, troublé par l'idée que ces coupes sont utilisées pour des mariages, commence à mal interpréter ses intentions. Le protagoniste, indifférent, annonce qu'ils doivent poursuivre leur mission, ce qui déçoit Urmandé. Ils prennent un moment pour analyser les informations recueillies. Ushimaru note que les alliances avec les semi-humains, comme les ogres, ont permis des échanges culturels et commerciaux enrichissants. Cependant, le protagoniste remarque que cette augmentation de population a causé un problème, la nourriture manque. Urmandé rapporte que dans une boutique, elle s'est plainte aux vendeurs des prix élevés du gym, un équivalent du blé. Le commerçant semblait pourtant contraint de fixer ses prix, faute de pouvoir faire autrement. Le protagoniste soupçonne que la guilde des grossistes soit responsable, achetant aux producteurs pour revendre à des prix excessifs. Même si Urmandé souhaite immédiatement confronter la guilde, il estime qu'une action précipitée pourrait aggraver la situation. Conscient des jeux nombreux obstacles à surmonter dans cette société, le protagoniste conclut qu'ils devront avancer petit à petit. À la fin de leur journée d'investigation, il demande à Urmandé ce qu'elle souhaite faire ensuite. Génome réapparaît alors et les salue. Elle explique que c'est aujourd'hui le Ruya, une ancienne tradition de son peuple qui consiste à offrir des cadeaux à ceux qu'on apprécie. Bien sûr, Urmandé n'est pas concerné, ce qui provoque des tensions évidentes entre les deux. Soudain, deux semi-hommes souris apparaissent et demandent l'aide de Génome et du groupe pour sauver leur commerce. Le protagoniste demande ce qui s'est passé. On apprend que ce couple vend de la nourriture depuis longtemps, mais leurs ventes ont chuté ces dernières années. Désespérés, ils ont reçu une commande importante d'un marchand nommé Butagarian, qui voulait acheter leur aliment, le Shimozu. Le couple a travaillé toute la nuit pour préparer cette commande cruciale. Mais le lendemain, le marchand a annulé l'accord, prétextant que le Shimozu ne se conserve qu'un jour. Maintenant,
il se retrouve avec une grande quantité d'aliments invendus et risque la faillite s'il ne trouve pas de solution. Le protagoniste, conscient de la gravité de la situation, décide d'intervenir pour sauver leur commerce. Génome laisse la gestion entre ses mains et s'éloigne. Il commence par établir un objectif clair, vendre les 300 portions restantes avant la fin de la journée, l'équivalent de la moitié d'un mois de vente. Urmandé tente d'encourager le couple, tandis que Ushimaru compare le shimozu à une spécialité de son monde, le mochi, qu'il reconnaît instantanément. Cependant, il admet que le shimozu manque d'impact pour attirer des clients, bien qu'il soit parfait pour être mélangé à d'autres plats. Le problème est de savoir avec quoi l'associer dans ce monde. Le protagoniste demande à la paire de commerçants quel est leur public cible. Ils expliquent que le shimozu, étant une nourriture traditionnelle, attire principalement des clients âgés. Cependant, même ces derniers commencent à se lasser, et les jeunes ne connaissent même pas le produit. Ils décident alors de trouver de nouveaux usages pour le shimozu, tandis qu'Urmandé part demander de l'aide à certaines boutiques. Plus tard, on retrouve le protagoniste au marché, utilisant un instrument étrange pour attirer l'attention des passants. Il invente une histoire autour du Ryuya pour donner un contexte au shimozu. Il raconte l'histoire d'amour entre une jeune fille et un marchand, empêchés d'être ensemble à cause d'un rival qui voulait faire de la fille sa reine. Lors d'une nuit du Ryuya, les deux amoureux, tout en mangeant du shimozu, souhaitèrent être ensemble. Leur vœu se réalisa, et ils furent transportés dans un monde étoilé avec un grand arc-en-ciel, où ils vécurent heureux pour toujours. Cette légende attire l'intérêt des passants, et le protagoniste explique que manger ou offrir du shimozu lors du Ryuya pourrait faire exaucer leurs souhaits. Même si cette histoire semble inventée pour l'occasion, Génome avait partagé la véritable légende avec lui, et il y a simplement ajouté des détails pratiques pour capter l'attention des gens. Comme les festivités modernes, telles que Noël ou Halloween, le protagoniste utilise cette tradition pour stimuler les ventes. Le couple de commerçants sort le shimozu, et à leur grande surprise, il attire l'attention des jeunes. Urmandé est stupéfaite de voir comment un produit autrefois populaire uniquement parmi les personnes âgées devient soudainement un succès auprès de la jeunesse. Ushimaru lui explique que c'est une technique de repositionnement, qui consiste à adapter un produit à un nouveau public plus prometteur. Grâce à cette stratégie, le shimozu devient le produit le plus populaire de la région. Le protagoniste, amusé par leur succès, commence à rêver d'en faire une multinationale, mais Urmandé le ramène à la réalité, pensant qu'il devient un peu fou. Plus tard, le couple remercie chaleureusement le protagoniste pour son aide. Il leur répond que leur succès est dû à leurs propres efforts. Même Génome a joué un rôle, car certains semi-humains, sur ses recommandations, ont visité la boutique. Grâce à cet effort collectif, ils ont pu atteindre leur objectif et sauver leur commerce. Certains ont affirmé qu'Urmandé aidait en dirigeant un magasin de demi-humains, ce qui a légèrement changé la perception des démons. Bien sûr, la rouquine affirme que cela ne l'intéresse pas, car elle ne se soucie pas de ce genre de choses. Pour elle, tout le monde est pareil. Ils reçoivent ensuite des barres de shimozu à manger ensemble, ce qui met Urmandé très mal à l'aise. Elle ne peut s'empêcher de penser que le vœu du couple de l'histoire est devenu réalité. Ushimaru en profite pour lui offrir un cadeau, la remerciant de l'avoir aidé dans son travail aujourd'hui. La jeune femme, de nouveau, ne peut s'empêcher de rougir, se demandant s'il veut vraiment l'épouser. Elle commence même à imaginer une cérémonie de mariage heureuse à ses côtés. Pour briser la glace, la rouquine lui demande ce qu'il va souhaiter en mangeant le shimozu. Il répond qu'il demandera évidemment du succès pour son prochain projet professionnel. Cela la déçoit une fois de plus. Elle lui lance qu'il est stupide, accro au travail, et qu'il ferait mieux de souhaiter autre chose. Après une journée aussi épuisante, Ushimaru informe le Seigneur des Ténèbres qu'il a obtenu beaucoup d'informations en enquêtant sur le marché de la ville. Cependant, il doit savoir que ce qu'il tient entre ses mains est de l'or. Le protagoniste a découvert l'existence d'une nation voisine appelée le Pays de l'Or. Si le Seigneur des Ténèbres souhaite développer le commerce, ce pays est le meilleur point de départ. Étant donné que ce lieu se vante de posséder les plus grandes mines d'or, il est idéal pour le commerce. En commerçant avec des pays riches, la puissance de l'armée démoniaque pourrait augmenter de manière exponentielle, tout en trouvant une solution au manque de nourriture. Bien sûr, il faudra identifier ce qui pourrait intéresser ce pays pour échanger. Le Seigneur des Ténèbres estime que le rosemarine est parfait pour cela. Même si cette technologie récemment implantée pourrait être volée, cela lui importe peu. Car, même si la technologie est copiée, le personnel ne l'est pas. Personne d'autre ne dispose ni du protagoniste ni de Sylphide, les véritables créateurs de cette réussite. Le Seigneur des Ténèbres considère son pays comme petit, mais doté d'un personnel incomparable. Le protagoniste se sent ainsi extrêmement valorisé. Cependant, il devra garder à l'esprit que le roi du Pays de l'Or est un adversaire redoutable et qu'il faudra gérer cette situation avec prudence.